de ce deuxième procès de Guy Turcotte. Et présentement, là, les jurés, donc le jury est séquestré. Mais comment ça s'est passé hier avant de les laisser s'enfermer pour discuter? Le juge Vincent leur a dit quoi exactement pour les guider dans leur réflexion? C'est ça, étape très importante. Rappelez-vous, encore une fois, le premier procès a été annulé à cause des directives données au jury. C'est très important. Le jury est maître des faits, donc il analyse tous les faits, ouais. Mais le juge est là pour guider le droit et les guider parce que eux, c'est pas des juristes. Donc il leur dit quoi? Soyez ouverts, réfléchissez bien, ne pas vous cantonner sur vos positions, laissez la porte ouverte à tous les jugements potentiels, c'est ça? C'est ça, ne pas s'isoler. Également, très important, ne pas tenir compte de l'opinion publique. Je crois que c'est ça le défi dans cette cause-là. Ils doivent seulement, avec les faits qui ont été présentés à ce procès-là, surtout pas ce qu'ils ont entendu ailleurs ou avant, rendre une décision là, sur ces sujets-là. Et cette adresse-là au jury, elle est essentielle et importante. C'est juste pour assimiler toutes les consignes de réflexion qu'il leur donne. C'est sûrement une longue période là, pour... Je crois qu'on a parlé de presque une journée. C'est vraiment, c'est essentiel. Puis si c'est mal expliqué, évidemment, on l'a vu, ça peut causer des gros problèmes. Alors, dès le départ des délibérations du jury, dès le début, est-ce que les jurés ont tendance à justement à d'abord revoir ça pour dire OK, on va s'assurer d'avoir compris les règles du jeu, puis avant même de commencer à discuter du fond de l'affaire? C'est certain qu'ils ont à comprendre ça. Les directives, je crois que le juge est là aussi pour s'assurer qu'ils ont bien compris ce qui a été édicté là. On va essayer de faire un exercice ensemble. Alors, ils doivent être unanimes, pas 10 contre 1, mais c'est tout le monde d'accord sur la même perception, sur le même jugement. Unanime, c'est déjà arrivé ou est-ce qu'il y a eu dissolution du jury? Et ça, on ne souhaite pas ça jamais. Ah oui? Il faut qu'il y ait une décision que tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que s'ils n'arrivaient pas à s'entendre et à être unanimes, on pourrait dissoudre le jury à ce moment-là, qu'est-ce qui arriverait? Dans le pire des cas, il y aura un nouveau procès. C'est vraiment, c'est très important. C'est ça que le juge, quand il sent que ça va vraiment pas, il rappelle les jurés, puis là, il leur parle. Bien, c'est certain que lui, il est là, à peu près, il est là pour les diriger. OK. Alors, allons-y de façon très systématique. À quelle réflexion pourrait-il en venir pour le déclarer comme étant un meurtrier, commis un meurtre prémédité? Un meurtre prémédité, le mot est quand même simple, mais c'est l'organisation, la prévoyance. Et là, on voit la couronne qui met beaucoup l'accent sur la préparation, sur le fait qu'il s'organise. Combien de temps spontané? Oui, c'est ça? C'est pas spontané, c'est la différence. Mais ça peut être une journée ou une semaine ça peut même aller, je crois, jusqu'à quelques heures. C'est quand même de prévoir son geste et c'est pas obligé d'être sur plusieurs jours. Mais dans ce cas-ci, on voit qu'on veut faire valoir qu'il y avait une préparation. Et là, à savoir si c'était une préparation suicide seulement ou une préparation à commettre le meurtre, je pense que c'est là que les cartes se mélangent un petit peu. Que le meurtre soit prémédité ou non prémédité, la peine est... La peine est beaucoup plus importante quand c'est prémédité. Quand c'est non prémédité, c'est un crime qui est fait sur une impulsion. On le voit beaucoup, excusez, dans les chicanes de couple, où est-ce que le mari trouve sa femme à commettre l'adultère, et là, on voit beaucoup de ça aux États-Unis. Aux États-Unis, même les sentences sont souvent pas très élevées quand c'est l'émotivité qui embarque. OK. Le troisième verdict potentiel, homicide involontaire. Homicide involontaire, il faut bien comprendre que, et là, ce serait si le jury déterminait que le fait d'avoir bu du lave-glace avait fait perdre la tête à M. Turcotte et commettre l'acte. Là, on parlerait d'un homicide involontaire. Donc, commettre quelque chose d'illégal, dans le fond, mais s'intoxiquer, on parle d'intoxication volontaire. Et avec ça, commettre l'irréparable. Évidemment, l'intention ne serait pas là, mais le fait de s'intoxiquer ferait qu'on serait déclaré coupable d'homicide involontaire. C'est sûr que les sentences ne sont pas celles de meurtre avec préméditation. Est-ce que j'ai bien compris ou c'est moins probable ce verdict d'homicide involontaire parce qu'on a vraiment diminué l'apport probable de la glace? Bien, ça a été diminué par la défense parce qu'au début, c'était dans la stratégie de l'importance de la glace. Mais là, on a vu que la psychiatre au dossier n'a pas tiré de conclusion sur le lave-glace. OK. C'est pour ça qu'on a insisté sur les problèmes de santé mentale. C'est ça, les problèmes de santé. Oui, évidemment, ça, c'est la défense, la santé mentale. Mais je veux bien l'expliquer. Si on est non criminellement responsable, ne veut pas dire qu'on est en liberté par la suite.
il y a une commission d'évaluation des troubles mentaux qui, par la suite, prend le dossier. Et il faut bien comprendre que quelqu'un qui resterait un danger pour la société en permanence n'ira pas en prison. Mais vous savez, les hôpitaux psychiatriques, c'est ça. Et là, c'est pas pareil, mais c'est l'équivalent. Il ne pourra pas avoir de liberté. Juste pour bien terminer la discussion, s'il était déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, c'est que ce serait sa folie qui l'aurait mené à commettre le geste et non pas le lave-glace. C'est ça, pas le lave-glace. Regardons le premier procès. Les arguments de la couronne peuvent aider à la défense disant que la glace n'a pas d'effet. Okay. Donc, rappelez-vous, maladie mentale, mais c'est pas tout d'avoir une maladie mentale. C'est aussi qui fait qu'on commet un geste qu'on n'a pas conscient. Parce qu'on a dit que la maladie mentale, dans ce cas-ci, c'était le rhume de la psychiatrie. Si ça, c'est une problématique du dossier. C'est pas une psychose aiguë où est-ce qu'on déconnecte de la réalité. Et évidemment, il y a beaucoup de cas de dépression dans notre société moderne. Combien de jours ça va prendre? Comment de temps? Honnêtement, c'est une très bonne question. Moi, je pense que c'est quelques jours, mais je crois pas que ça va être des semaines. Mais évidemment, c'est répondre sans savoir, parce que ça dépend, comme je vous dis, unanimité du jury. La difficulté est là. La difficulté est là, et d'après moi, il y a beaucoup de négociations en cours en ce moment. Merci de ces précisions. Merci bien. Merci à vous. Vous avez entendu un peu de bruit. Je vous montre pourquoi. Au retour, en attendant,